Bonjour Fanny, comment Bonjour Fleur, comment tu vas? très bien, merci et toi-même? Ça va bien, ça va bien. Merci d'avoir accepté d'être notre invitée aujourd'hui pour Avec nous plaisir. expliquer et nous partager ton métier. Parfait. Mais bon, pour les personnes qui ne te connaissent pas, comme moi, je peux dire que je te connais. Est-ce que tu pourrais te Mmh. présenter brièvement? OK, très bien. Moi, je m'appelle Fanny, je suis, responsable conseil juridique dans le domaine, des assurances, dans une compagnie, française. Tout simplement, mon métier je travaille dans la direction internationale. Mon métier aujourd'hui consiste principalement à garantir en tout cas la sécurité juridique de mon entreprise vis-à-vis des clients, en interne, mais aussi en externe. Notamment, des autres compagnies d'assurance avec lesquelles on travaille. Nos clients qui placent, des risques au sein de notre société. S'assurer aussi que, la compagnie pour laquelle je travaille, qu'elle respecte les normes tant, au niveau national, donc française et aussi à l'international on va assurer des risques à l'étranger. Donc admettons que je vais assurer un risque, en Angleterre, l'idée aussi c'est d'être sûr que on garantit ces risques en respectant le droit anglais, par exemple, tout simplement. Oh, Donc d'accord. voilà, grosso modo, bien sûr. Et aussi, à côté de ça, il faut, s'assurer que on respecte tout ce qui est relatif en matière de conformité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problématiques en matière de sanctions internationales avec, la guerre, en Ukraine, les sanctions russes et cetera. Donc c'est un métier qui touche quand même plusieurs domaines. Donc on s'ennuie pas, à être, très vif, on va dire, sur tout ce qui se passe, notamment en France, mais aussi à l'étranger. Hem et être aussi capable de s'adapter tant, aux pratiques, locales qu'aux pratiques étrangères, aux interlocuteurs locaux, qu'aux interlocuteurs étrangers qui parfois, nous demandent des choses qu'on comprend pas ou qui sont pas obligatoires en France. Des choses simples, hein, parfois ils vont vous demander, je sais pas moi, des des pièces d'identité, de directeur ou quoi. En France, c'est des choses qu'on va pas naturellement, donner à un interlocuteur, du fait, qu'on va respecter, la réglementation en matière d'RGPD, de protection des données personnelles donc, alors qu'à l'étranger parfois il y a pas ces restrictions-là. Donc voilà, faut être très flexible aussi, être à l'écoute, savoir retranscrire aussi nos restrictions à nous, tant en pouvant, répondre aux besoins en tout cas des interlocuteurs en face. Trouver souvent le juste milieu, c'est ça, le challenge du quotidien aussi. Donc voilà, globalement, mon métier. OK. Pour faire tout ça, on fait quoi comme étude? Ah waouh, alors moi j'ai fait le parcours entre guillemets pas du tout classique plutôt. On va dire classique oui et non. C'est-à-dire que moi à la base j'ai fait, 5 ans de droit, mais j'ai fait des études, j'ai commencé, en France, jusqu'au bac, puis je suis partie en Angleterre, et puis je suis revenue en France, puis j'ai fait un après le premier master, je suis revenue en France. Après, j'ai fait un deuxième master en France. Après, j'ai fait un troisième master qui n'a rien à voir d'ailleurs avec ce que j'ai fait. Donc j'ai fait mes masters en droit des affaires. J'ai pas fait un master en droit des assurances. C'est vraiment, de fil en aiguille que j'en suis arrivée à mon métier. Donc je dirais le parcours classique, ce serait de faire des études de droit plus une spécialité en droit des assurances et après, rentrer là-dedans, mais c'est pas obligatoire. Disons que ma voie a été plus longue, mais je pense que le plus important déjà, en tout cas, c'est, être à l'aise, tant en anglais qu'en français. Ensuite, avoir une réflexion juridique, hein, tout simplement parce qu'après, le droit des assurances, il touche à d'autres domaines du droit et je fais pas que du droit des assurances, aussi, maîtriser d'autres, domaines du droit. Donc il y a pas de parcours spécifique. Quand je regarde mon parcours, je vois bien que voilà, c'est pas le parcours entre guillemets «idéal», mais sachant qu'avant j'ai fait de la logistique, j'ai fait des choses qui n'ont rien à voir. Mais le parcours simple, ce serait passer par, fac de droit,
et droit des assurances en spécialité. Et après, normalement, quand on commence à travailler soit pour des courtiers, soit pour des assureurs ou des cabinets d'avocats spécialisés, on se retrouve facilement, dans des postes, qui ressemblent aux miens. Voilà. Et dans ce domaine-là, est-ce que, en plus des études, on a besoin de certifications, ce genre de trucs ou pas du tout? En réalité, non, il y a pas besoin de certification. Hem, Maintenant, si on veut travailler en cabinet d'avocat, il faut passer le barreau. Voilà, faut passer le concours du barreau, ça va être obligatoire. Donc tout dépend en réalité de ce qu'on essaie de faire, mais il y a pas de certification en soi pour être, juriste, en entreprise dans le domaine des assurances. Non, faut vraiment juste, faire, le parcours classique de droit et idéalement une spécialité en droit des assurances et après, maintenant pour ceux qui veulent vraiment, travailler en cabinet, oui là, il faudra passer le concours du barreau. Heu J'avais tenté une fois, mais j'avais pas eu à l'époque, donc comme quoi c'est pas obligatoire. Tout dépend vraiment de comment on se projette. Si on veut vraiment, vraiment, vraiment travailler pour les cabinets d'avocats, ça va être obligatoire de passer, en tout cas, travailler en tant qu'avocat dans le domaine, va obligatoirement falloir du coup passer le barreau, le concours du barreau. D'accord, c'est beaucoup d'études, c'est C'est beaucoup d'études, ouais. C'est en général, c'est minimum, ouais, minimum 5 ans et plus, 8 ans, voilà, facile, si on passe le concours et cetera donc c'est long, hein, c'est long, mais quand on aime, on compte pas, n'est-ce pas? ça, exactement. On fait ce qu'il faut, quoi, pour y arriver donc bon, voilà. Et pour quelqu'un qui veut se lancer dans cette filière, ce serait quoi les 3 qualités essentielles pour réussir dans ce domaine? Ouf, je pense que pour moi, en tout cas, faut avoir beaucoup de rigueur, heu, beaucoup, beaucoup de rigueur. Il y a peu de place pour l'erreur, heu, dans tout, même dans l'orthographe. C'est des choses simples et basiques, mais il faut beaucoup, beaucoup de rigueur. Pour moi, en tout cas, faut être très organisé. Faut être très organisé, il faut être très curieux. Très organisé parce que, il faut savoir, jongler, en tout cas avec les différents dossiers, les différents sujets, qu'est-ce qui est prioritaire ou pas. Heu et chaque jour, les priorités peuvent changer, heu et il faut être, pour moi, il faut vraiment, vraiment, vraiment être organisé. Il faut pas rester focalisé sur une chose et oublier le reste, par exemple. Hem, non, c'est ça. Je pense que pour moi, rigueur, organisation et je dirais curiosité. Curiosité dans le sens où, faut pas se reposer sur ses lauriers. C'est-à-dire que moi, je travaille, enfin, en tout cas dans mon domaine, c'est de l'assurance, mais c'est aussi et surtout, en fait, de la réassurance que je fais et de la réassurance à l'international. Donc ce qui fait que, factuellement, je peux pas juste m'intéresser à ce qui se passe autour de moi. Perpétuellement, ne serait-ce qu'en matière de veille juridique, il faut que je m'intéresse aux nouveaux taux qui est appliqué dans je ne sais pas quel pays en matière de garantie de X ou Y. Faut tout le temps chercher et les infos vont pas venir forcément à moi, c'est souvent moi qui dois aller les chercher. C'est moi qui dois aller lire, des articles récents, c'est moi qui dois aller fouiller dans des bases de données, à l'étranger. Faut être curieux, voilà, faut vraiment, et dès qu'on a un interlocuteur étranger, un courtier à l'étranger, quand il y a des choses qu'on comprend pas, faut vraiment aller à la pêche aux informations. Il faut aller les faire valider, faut être curieux même quand on pense qu'on sait. Faut jamais, partir du postulat qu'on maîtrise quelque chose parce que c'est pas toujours le cas et pour moi, c'est vraiment les en tout cas, c'est les 3 qualités qui pour moi me sauvent au quotidien, je pense. Parce que le droit, déjà, il évolue beaucoup, ne serait-ce qu'au niveau local. Alors, pensez à quand vous êtes travaillez dans une société qui est sur un réseau où il y a à peu près une centaine de pays, heu et ben là, faut vraiment, vraiment ne jamais, jamais, jamais se reposer sur lauriers. Il y a des nouvelles choses tous les jours.
Typiquement, nous, on va travailler avec des clients ou des assureurs, par exemple, en Afrique. Là, les réglementations changent, aussi, enfin, c'est même pas le rythme auquel elles changent, c'est parfois juste l'application qui va varier en fonction des pays, mais heu, voilà, comme la manière dont, on va gérer, une problématique avec un assureur, ivoirien va pas être pareil qu'avec un assureur camerounais, tout simplement parce que, heu, l'application des règles va parfois différer. Parfois, on comprend pas, et parfois aussi, ça va être, une question de culture. Donc, il faut s'intéresser à comment les choses se passent localement. Il faut être capable de se dire: «Bah, en fait, moi qui suis à des kilomètres du client, il faut que je délègue à un cabinet local qui va mieux gérer». Parce que eux, ils savent faire, ils savent, ils maîtrisent les rouages, local, et ils vont faire le nécessaire. Donc, voilà, pour moi, il faut être aussi extrêmement flexible. Faut être extrêmement flexible parce que parfois on va avoir des problématiques de primes impayées pendant des mois, alors que, la date, limite, c'était, 60 jours. Heu, voilà, on va le le client, il va te sortir une nouvelle réglementation qui va dire, par exemple, qu'aujourd'hui, pour qu'ils émettent, de l'argent à l'étranger, il faut heu, que la somme ait été validée par X, Y, Z organisme local. Bah, face à ça, tu vas attendre. T'as pas la preuve du contraire, donc tu attends. Tu attends, même si toi ton délai c'est 60 jours, lui peut-être qu'il a des obligations locales qui font que, tu es obligé d'attendre. Après oui, mais il faut vraiment pas il faut pas être quelqu'un qui sait pas, s'adapter à des nouvelles situations. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est pour ça que je parle de flexibilité. Donc là, j'ai dépassé les 3 critères, je suis partie sur 4. La liste elle est longue, mais voilà, vraiment, c'est pour moi c'est super, super important, les critères de flexibilité aussi, aux contraintes locales, surtout. Tu m'entends? Oui, là, je t'entends. D'accord. OK. Donc au final 4 critères, mais dans de tout ce que tu expliques, ça représente une charge de travail énorme. C'est quoi une journée type, s'il y en a de type, hein, chez de en tant que juriste? Comment ça se passe? Alors, une journée type, j'ai déjà une journée où il y a pas de choses particulières ou d'urgence en particulier. Oui, qui semble plus ou moins normal. Voilà, OK. Eh bah, de manière classique, hein, déjà, bah, tu vérifies tes mails. Déjà pour trier, est-ce qu'il y a quelque chose d'urgent? Est-ce qu'il y a des demandes en attente? Est-ce qu'il y a, un dossier à valider ou pas, dans l'urgence? Ça, c'est la première des choses déjà, pour moi, faire le tri des besoins, dès le matin. Ensuite, une fois que ça c'est fait, bah, tu établis un petit peu ton ordre du jour, en fonction de ce que tu as «laissé» entre guillemets la veille ou les jours d'avant, pas et ce que tu as aujourd'hui, et tu essaies de classer un petit peu ce que tu as à faire en fonction des réunions aussi parce que, bah, il y a souvent beaucoup de réunions, sachant qu'on travaille avec, beaucoup, beaucoup d'autres services. Donc, on va dire déjà la les en termes de réunions, on est sur, peut-être 40 du temps. T'as pas Ta journée, tu vas avoir peut-être la moitié minimum dédiée à des réunions. Donc l'idée, c'est de savoir jongler entre tes réunions et tes tâches du quotidien. Sachant qu'en général, tu sors des réunions avec de nouvelles tâches. Il faut être capable c'est pour ça que je disais, précédemment qu'il fallait vraiment être organisé. Heu, Pourquoi? Parce que, il y a une chose qui est très essentielle, c'est qu'en général, le souscripteur, donc le souscripteur, on va dire, c'est comme un commercial, lui, il attend ta validation pour pouvoir signer un contrat. Donc si toi, tu mets une semaine, il y a de fortes chances que lui, il perde l'affaire et que l'affaire aille chez un autre assureur. OK. Donc, l'idée, c'est de se donner un délai limite, en général une journée maximum, sous lequel tu vas répondre, par exemple, aux besoins urgents. Donc admettons, là, dans mes mails, j'ai prioritairement beaucoup de demandes de validation. Et ben, ça qui va être très prioritaire. Je vais me dire: «Voilà, il faut que je valide toutes ces affaires avant de appeler, tel, client, appeler, tel courtier, appeler», voilà. Faut vraiment c'est plus dans ce sens-là. Maintenant, une fois que les demandes urgentes ont été traitées,
Là, on va passer aux demandes de niveau 2, on va dire, qui en général vont peut-être être, des validations d'informations. Admettons, voilà, on va me demander: «Est-ce que je peux faire une affaire, je sais pas moi, dans une petite, région, en Europe, ou dans le monde, je sais pas moi, aux Comores ou quoi, j'en sais rien, peu importe, je donne des choses, on va me demander si c'est possible. Donc là, l'idée, c'est pas de valider, là, ça veut dire en général que, le souscripteur, lui, il est en phase de négociation ou en tout cas, il y a un courtier qui est venu faire appel à nos services et lui, il veut juste savoir est-ce que lui, il peut proposer nos services ou pas sur tel ou tel pays ou région dans le monde. Là, en général, ça peut attendre un petit peu, peut-être 2 jours et là, charge à moi de regarder les obligations locales, en tout cas ce qu'on attend de nous au niveau local, voir si on a les agréments, c'est-à-dire que les agréments, c'est le droit de faire quelque chose au niveau local et ensuite, donner mon go ou pas. Ça, en général, on peut prendre un petit peu plus en délai, je peux aller sur 2 jours et ça, en général, pour moi, c'est plus des demandes de niveau 2. Après, il y aura parfois des demandes très urgentes. Parce que parfois les courtiers, surtout dans le matière en courtage, ils sont souvent beaucoup dans le rush et voilà et cela, aussi en général c'est niveau 2. C'est-à-dire que je vais régler aussi ces besoins-là, en qui vont émaner de courtiers et après pour moi, il y a ce que j'appelle le niveau 3, c'est le maintien, la veille juridique au quotidien, vérifier telle ou telle problématique avec, la direction de fiscalité, vérifier, telle ou telle problématique, avec, la direction de conformité, organiser, des déplacements d'informations, pour des, collaborateurs, de la de dans d'autres régions. Donc voilà, donc c'est vraiment ça. La journée type, c'est, gérer les urgences, assister aux réunions ou pas. Donc parfois, il y a tellement d'urgences que, bah, tu annules, tu vas pas à des réunions parce que tu as pas le temps. Heu et heu et vraiment essayer de gérer ce qui est prioritaire. Ensuite, en fait, tu jamais en fait, la chose, c'est aussi d'accepter que tu ne termines jamais. Ça n'existe pas. Il y a pas de journée où tu rentres chez toi en te disant: «J'ai tout fait». Tu jamais tout fait, mais la chose, c'est de te dire: «Est-ce que j'ai fait ce qu'il y avait de plus urgent à faire?» Voilà, c'est vraiment ça la logique. Donc une fois que ce qu'il y a de plus urgent à faire est fait et ben, à ce moment-là, normalement, ta journée est validée. Dans ton esprit, tu devrais être capable de rentrer, en te sentant plus ou moins légère. Donc c'est un petit peu comme ça que, moi je gère mon quotidien, ouais. Tu travailles en équipe ou seul? Alors et on est 3 dans mon équipe, mais disons que je travaille seule parce que je suis enfin, on est 3 au même poste, mais je travaille, 80 seule, on va dire. Il y a peut-être, 2-3 sujets où je vais être, en binôme, où je vais travailler avec une collègue pour, heu, pour des problématiques de relais en cas de congé, ce genre de choses. Mmh. Mais, en temps normal, je vais être seule, enfin, je veux dire, par exemple, si je dois négocier un contrat, je vais pas négocier avec, quelqu'un d'autre. Je vais être l'interlocutrice, principale et d'ailleurs personne ne reprendra la main si je suis pas là. Parce ils sauront pas forcément, ce qui a été dit entre la partie, en face et moi. Donc, seule, sauf, tout ce qui est en matière, on va dire, de veille juridique, là, on essaie d'être toutes et tous au même niveau d'information. Mais après chacun a vraiment, vraiment ses sujets, phares et on va dire que quand, c'est rare que je délègue. Bon ça c'est plus moi qui ai du mal à confier mon sujet à autrui, mais oui. D'accord. Revenons un peu sur ton parcours, et les études. Mmh. À quel moment tu t'es dit: «Oh, c'est ça que je veux faire»? C Ouf! Mon parcours, alors il faut savoir qu'à la base, j'ai pas du tout c'était pas ça mon projet. Moi à la base, je voulais travailler dans le droit, ça c'est sûr, ça c'était mon domaine de prédilection et le dernier diplôme que j'ai fait, c'était un diplôme en juriste droit OHADA. Donc moi, mon but, c'était de travailler en faire du droit, mais droit des affaires, mais zone Afrique. C'était vraiment ça. Je m'étais dit: Mon objectif, c'est de targeter, des entreprises
qui en tout cas, qui travaillent sur la zone Afrique. D'ailleurs, j'ai commencé par là. Donc j'ai commencé par une compagnie bien connue en matière de logistique en Afrique. J'ai fait ça pendant 9 mois à Dubaï. Et après, sauf qu'après j'ai voulu rentrer en France parce que voilà, pour faire simple, la vie de Dubaï c'était pas fait pour moi. Je m'éclatais, je m'épanouissais au niveau professionnel vraiment. Je pense qu'à date, ça reste une de mes meilleures expériences au niveau professionnel. J'ai appris tellement de choses. C'était vraiment incroyable. Donc j'étais vraiment dans le siège Afrique subsaharienne et Afrique du Nord. Donc j'étais vraiment sur la direction juridique spécifique Afrique subsaharienne et Afrique du Nord. Donc on avait vraiment des dossiers fous, enfin voilà, des des articles périssables bloqués aux douanes de je sais pas moi au Togo parce que des problématiques de signature de documents, enfin vraiment enfin moi j'aime bien les choses un peu vivantes et avec un peu de pression enfin et de excitantes en fait tout simplement. Les gens Trouver une normaux disent solution compliqué. voilà, c'est ça. Trouver une solution juridique pour que trouver un contournement en tout cas pour que enfin contournement c'est un grand mot. Trouver comment expédier un colis qui de tonnes de colis Mmh, alors qu'on sait qu'il y a eu une erreur en matière juridique. Trouver comment négocier pour pas que en fait en réalité le colis pourrisse c'est tout ça. simplement et que le client perde tout son argent et que toi en tout cas après en tant qu'expéditeur, en tout cas en tant que société expéditrice, tu te retrouves à payer beaucoup de frais de dédommagement. Moi, j'aime bien ce genre de choses, hein. Sauf qu'après, au bout de 9 mois, j'avais envie de rentrer. J'avais des propositions toujours dans le même secteur, c'est-à-dire toujours vers Dubaï, etc. Mais j'avais besoin de rentrer. Bah, c'est simple, hein, bah, ta famille te manque ou quoi et puis il y a des choses là enfin, le travail, c'est pas la vie, ça en fait partie, mais du coup, j'avais besoin de rentrer tout simplement au bout de 9 mois, j'ai voulu rentrer et quand je suis rentrée en France, j'ai été confrontée au fait que, ben, quand ça fait quasiment 1 an ah non, je me trompe dans mon parcours, dans la chronologie parce que quand je suis rentrée, en fait, j'étais en CDD pendant 6 mois dans un cabinet d'avocats au Portugal. Mmh. Après ça, j'avais prévu de rentrer en France dans tous les cas, mais j'avais quand même envie de faire mon expérience au Portugal. Donc, en fait, quand je suis rentrée en France, de manière effective, ça faisait plus d'1 an, quasiment 1 an et demi, que j'avais pas travaillé en France. Donc, sur le marché français, c'est un énorme gap. C'est-à-dire que tu commences à être revendre ton expérience, bien qu'elle soit à l'étranger, c'était pas très facile. Et j'avais besoin un petit peu de refaire mes preuves au niveau, en tout cas local en France. Et du coup, j'ai postulé dans ma société actuelle. Euh, et c'était un poste de juriste qui m'a permis en tout cas de gravir les échelons. J'avais un poste de juriste généraliste. Et petit à petit, je me suis retrouvée à mon poste, bah, en faisant mes preuves. Mais c'était pas du tout le but de finir dans les assurances. Je connaissais les assurances de par avant. À Dubaï, je travaillais beaucoup avec le département euh, qui en tout cas qui manageait les risques pris par la société et donc il y avait une grosse partie assurance mais j'avais pas encore touché aux assurances en tant que telles. Et donc oui, c'est vraiment un hasard, un hasard, mais vraiment la vie fait bien les choses et je regrette pas du tout. Aujourd'hui, je sais que je travaille toujours dans la zone Afrique comme je voulais de base, donc l'objectif est atteint en soi. Je pourrais encore plus me spécialiser là-dedans, c'est-à-dire ne travailler que là-dedans. Mais c'est cardio. Voilà. Il faut dire ce qu'il est. C'est cardio. Et en réalité, moi, si je devais vraiment travailler en zone Afrique, il y a une chose qui est claire, c'est que je pense que je ferais mon niveau local. Je trouve ça très difficile de le faire. C'est pas tant la difficulté en réalité, le mot n'est pas le bon, mais je trouve que ça s'y prête moins de le faire à distance.
parce que, ne serait-ce que la transmission d'informations et cetera, elle se fait beaucoup moins bien à distance. Hem, donc on va dire que, la zone Afrique, j'y suis encore, mais pas exclusivement. Là, on va dire c'est zone Afrique, c'est le monde entier là que je fais. Hem, donc voilà, on va dire que parfois on a des projets, puis la vie, le destin nous mène ailleurs. Mais bon, je reste quand même dans le cadre de ce que je voulais faire. Et puis c'est vraiment, sans regret, bien au contraire, j'apprends encore tous les jours, c'est fou. Je m'ennuie jamais et je sais que, il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à faire, notamment en Afrique, qui est, clairement mon on va dire ma zone de prédilection, hein. Donc heu, donc on verra dans l'avenir, comment je vais gérer tout ça. Très intéressant. Mmh, Comment tu fais pour continuer à apprendre et à évoluer dans ton métier? Parce que, faire de mmh, la veille, de nouveaux textes, mmh, je sais que le droit, mmh, c'est le mmh, secteur où il y a toujours quelque chose chaque mmh. matin. Ah ça c'est sûr, ça c'est Comment sûr. tu fais toi? Alors moi je me donne enfin j'ai un nombre de bases de données déjà où j'ai des alertes quotidiennes, j'ai des mails quotidiens. D'accord. Qui viennent, qui viennent donc les informations entre guillemets, elles viennent à moi, donc charge à moi de les lire et donc du coup de mettre à jour déjà nous, nos informations en interne et aussi nous, ma mon co ma la société pour laquelle je travaille, on fait partie d'un réseau international. Donc au sein du réseau, il y a des assureurs dans le monde entier qui, nous, mettent à jour aussi régulièrement, des assureurs, partout en Afrique du Sud, Nord, Ouest, centrale, aux États-Unis, Canada, enfin vraiment dans le monde entier. Et ça nous aide énormément parce que c'est très difficile, encore une fois, faire du droit, travailler dans le domaine du droit sur la sphère internationale, c'est très, très challengeant parce que tu navigues tout le temps. Déjà, tu navigues sur des fuseaux horaires très différents. Donc je peux te dire que, moi je travaille beaucoup avec, notamment des partenaires indiens, brésiliens, mexicains, chinois. Parfois je dois les appeler et je sais même pas quelle heure il est ou parfois j'oublie. Ça m'arrive d'oublier. Je crois il y a des partenaires, avec qui on travaille qui ne dorment jamais parce que je t'assure qu'il y a j'appelle à des horaires improbables, et ils décrochent et je me dis: «Mais attends, mais il est 6 heures du matin?» Hem en fait, c'est vraiment compter aussi sur notre réseau. Ça joue énormément en réalité. Compter sur notre réseau, c'est pour ça qu'on fait partie du réseau, pour qu'eux aussi, ils sont les mieux placés. Parce que souvent même, quand je dis veille juridique, les bases de données juridiques qu'on a pour la plupart, elles sont pas forcément, rédigées par des locaux en soi. Heu, donc les informations vont pas être forcément tout à fait à jour. Donc nous, on va vraiment aller, voir aujourd'hui, par exemple, vous voyez en Italie, récemment, il y a une nouvelle réglementation en matière de catastrophes naturelles. C'est pas Je me suis pas basée sur ce que j'ai lu sur nos bases de données. Je me suis beaucoup plus basée sur, les informations les plus à jour qui étaient fournies par notre interlocuteur italien, qui travaille pour une, compagnie d'assurance italienne, qui lui a vraiment pu nous donner des informations suffisamment à jour pour que nous-mêmes, en tant qu'assureurs étrangers, qu'on mette nos contrats à jour. Parce que c'est super important. Tu peux pas te baser sur des entre guillemets, «sur des articles ou quoi, que tu lis, sur des bases de données». Pour changer ton contractuel, sachant que le client, lui, après, il doit signer l'avenant. Vraiment aller, le plus, enfin aller à la source, hein, et prendre, les informations les plus vérifiables. Donc ça, c'est essentiellement ça. Donc base de données, j'ai des alertes, des notifications tous les jours. Ça aussi, ça revient un petit peu à la question dont on parlait tout à l'heure Mmh. dans les tâches quotidiennes. Ouais. Dans la journée type aussi, ça fait partie des choses à vérifier. Vérifier qu'on n'a pas loupé d'informations, vérifier qu'on est bien à jour via notamment les alertes qu'on va recevoir. Et aussi c'est pas juste de les savoir pour nous-mêmes, c'est aussi en informer les opérationnels. Parce que l'opérationnel, lui, il fait pas ça, hein. Lui, Mmh. il attend qu'on lui fournisse l'information. D'accord. Donc et même si je fais un avenant, c'est lui qui va faire signer l'avenant. Donc Ouais. il faut que je lui explique pourquoi j'ai modifié.
Parfois, lui, il est pas d'accord, hein, l'opérationnel, mais il est obligé d'appliquer. Il faut quand même, il y a beaucoup de pédagogie aussi, parce que lui, parfois, il a négocié une affaire pendant X temps. Toi, tu viens lui faire, lui demander de signer un avenant et la clause que tu as modifiée est contraignante pour le client. Et ben, lui, l'opérationnel, il a pas envie de changer de contrat dans ce sens. Donc, faut vraiment lui expliquer pourquoi, lui expliquer que nous-mêmes, on est contraints de le faire, et, etc. Donc, c'est aussi vraiment, en gros, une grosse, il y a un gros aspect pédagogique à prendre en compte. Faut être très patient parce que finalement, parfois, c'est difficile de faire fédérer les opérationnels, mais il faut être patient. Faut pas s'énerver. Faut être patient, pédagogue, expliquer bien les choses et en général, au bout d'un moment, ça passe. Est-ce que tu as déjà été confrontée à des discriminations ou à des freins particuliers en tant que femme, juriste? Franchement, j'espère pas. Je l'ai jamais ressenti, à vrai dire. J'ai vraiment eu beaucoup de chance à ce niveau-là. On va dire, j'ai eu un management, vraiment, vraiment bienveillant. Heu, alors quand je vivais à Dubaï, c'est une parenthèse, mais j'ai dû faut aussi le savoir. Je veux dire, nous en Occident, porter, un long bermuda, enfin bermuda pour aller au travail en été, c'est normal, c'est pas choquant. Là-bas, non, faut se couvrir. Donc, on va dire, c'était la première fois et la seule fois que j'ai dû, vivre ma, entre guillemets, «condition de femme», quand, j'étais un peu repris sur le fait que, bah, en fait, voilà, il fallait pas idéalement, fallait que ça dépasse un petit peu les genoux, quoi. Alors qu'ici, c'est même pas une question en France. Donc c'est pas de la discrimination, mais ça, c'est plus au côté, voilà, en fonction de où tu travailles, dans le monde, il faut respecter les codes. Heu, pourtant, le directeur juridique, c'était pas du tout un local, hein, c'était un Américain, mais lui-même, m'a transmis l'information par rapport aux codes locaux. Donc il sait que ça va choquer certains locaux, donc il m'a transmis l'information, en avec beaucoup de bienveillance d'ailleurs. Donc oui, mais mis à part ce moment où je me suis rappelé que oui, voilà, je suis femme dans un pays où il faut quand même se couvrir et cetera. Je l'ai jamais vécu, je crois. Mmh. Pas de discrimination, pas à ma connaissance. C'est bon à savoir. Mmh, Et pour aujourd'hui, pour des jeunes dames qui veulent se lancer dans le domaine, qui démarrent ou qui ont peur de faire du droit, parce que le droit aussi a une connotation un un mmh, peu compliquée. mmh, Pour ce que j'entends, c'est difficile de trouver du boulot après, c'est mmh. compliqué. Quel conseil tu pourrais leur donner? Franchement, je sais que c'est un peu entre guillemets «bouché», ça l'était déjà, ça l'est depuis des quelques années. Je pense qu'il faut persévérer. Je pense que quand c'est pour toi, tu vas forcément trouver un domaine. Moi, j'ai tellement, tellement de personnes autour de moi, même des personnes qui se sont lancées dans le domaine du droit alors qu'ils étaient pas naturalisés français, mais ils ont quand même réussi à trouver des entreprises et qui les ont embauchés, qui, leur ont permis après d'obtenir leur nationalité française et cetera. Donc je pense qu'à partir du moment où on prouve qu'on est un élément, en tout cas qu'on va apporter de la valeur à l'entreprise, on va forcément pouvoir tenir. Après, le plus dur, c'est de trouver, mais trouver pour moi, c'est une question de temps. Je pense qu'il faut aussi être capable de se dire que je vais commencer par peut-être par un autre, je commence ailleurs et je vais évoluer. Faut pas lâcher l'affaire, faut, moi, je sais que à mon retour de la France, à mon retour du Portugal, ça m'a pris, je crois, 7 mois OK. pour trouver mon premier poste. Ouais, 7 mois, d'entretien de tout genre, je commençais même à perdre espoir, parce que je me disais: «Waouh, je vais jamais trouver du boulot dans ce domaine ici et cetera». Et je me suis dit: «Oh là là», je me suis mise en fait, j'aurais dû rester en France après mes études au lieu de partir à l'étranger me faire l'expérience. J'ai commencé à vraiment douter de mes choix, hem, parce que le marché est très tendu, mais je pense qu'il faut vraiment miser sur, 1, faut être patient, 2, faut être, irréprochable, pardon, sur ses candidatures. À la virgule près, vraiment, faut se faire accompagner. Il y a beaucoup d'organismes qui aident. Je sais qu'il y a,
NQT, je sais plus comment, je sais pas si tu connais. C'est un organisme, en fait, qui permet à des personnes qui recherchent un emploi de se faire accompagner par des professionnels qui sont déjà dans le métier. Donc moi, je sais qu'à l'époque, j'ai été accompagnée via ce réseau, je me suis fait accompagner par une juriste, elle était juriste chez Christian Dior, qui m'a vraiment permis de revoir mon CV, qui était pas du tout qui était trop il y avait beaucoup de choses parce que j'avais fait trop beaucoup de choses dans différents pays et en fait, ça c'était pas clair. Donc c'est des petites choses comme ça, en fait. Du coup, comme c'est quelqu'un dans le domaine, cette personne-là, elle est pas juste quelqu'un qui aide à chercher du travail. C'est quelqu'un qui sait que attend un directeur juridique, par exemple, quand il voit ton CV ou une RH quand elle voit ton CV. Donc moi, je pense que c'est vachement important d'accompagnement, le mentorat, si tu préfères. Mmh. C'est vraiment, c'est un mentor, en fait, qui va t'accompagner dans ta recherche. Et, et moi, ça m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, je sais qu'il faut que je m'y mette parce que c'est un de mes projets de faire du mentorat parce que je pense que c'est super important pour les jeunes, notamment qui sont sur le marché du travail. Parfois, tu sais pas où aller, tu sais pas par où commencer. Je pense que se faire accompagner par quelqu'un qui est déjà dans le domaine, ça aide énormément. Donc, Mmh. je dirais que c'est ça. Faut pas lâcher l'affaire, vraiment. Faut pas du tout lâcher l'affaire. Moi, j'ai des proches, hein, qui ont mis, des années à en arriver où ils sont, changer des boîtes, tous les 3 ans, parce que on te donne pas le salaire que tu veux, parce que faut pas lâcher l'affaire, faut croire en soi-même, faut savoir se vendre aussi. Je pense qu'il y a quelque chose de très important qu'on sait pas faire ou du moins qu'on fait mal, surtout, je trouve les personnes, de minorité, heu, on ne se vend pas. On se vend pas, on prend ce qu'on nous donne. Moi, j'ai vachement appris à me vendre et chaque année, je me vends. Chaque année, je fais la surenchère. Mais pour te vendre toi-même, il faut te bâtir. C'est-à-dire que, moi, pour demander X somme chaque année, je m'assure que pendant l'année qui a précédé, j'ai vraiment, amplifié mes compétences. Donc, là-dessus, faut être stratégique. Faut pas s'endormir, faut pas se reposer sur ses lauriers. Voilà, pour moi, c'est hyper, hyper important. Tu t tu, mmh, tu partages beaucoup de choses et surtout tu as nommé ton parcours un peu comme étant atypique. Si tu pouvais donner un conseil à la version de toi d'il y a 10 ans, tu lui dirais quoi? Ouais. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Je dirais tout va bien se passer dans le sens où, heu, j'avais beaucoup de doutes et je pense que j'avais des doutes et de la peur et je pense qu'en fait, quand on est dans ce qu'on a vraiment envie de faire, quand on est en train de s'investir en soi-même pour des projets de vie, c'est normal. Je pense que ne pas avoir peur, ne pas douter du tout, ce serait pas très normal. Je pense que c'est bon signe d'avoir un petit peu peur. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui nous tient à cœur. Ouais, je pense que je la rassurerais, voilà. Je lui dirais, «T'inquiète pas, tu là où il faut être et fais confiance en toi et en ce que tu as en toi déjà». Est-ce que tu as un livre, un film, quelque chose qui t'a particulièrement marqué, que tu aimes particulièrement dans tes moments où une activité, quoi que ce soit? Je lis beaucoup de livres, donc j'ai pas un livre en particulier, OK. mais j'avoue que ce qui m'aide moi au quotidien, vraiment, au moment de doute ou Heu, en anglais, on appelle ça brain fog ou quand je suis face, on va dire, à une espèce de mur, psychologiquement ou intellectuellement, j'ai l'impression que là, je trouve pas la solution. C'est le sport, ouais. Le sport, ça m'aide énormément à débloquer plein de choses, tant au niveau professionnel que personnel, et tout le monde devrait avoir une activité physique. Ça aide énormément. Donc moi, j'avoue que, je libère beaucoup de choses grâce au sport. Ça me permet d'être plus concentrée aussi. Heu, je trouve que, quand je suis active, je suis beaucoup plus performante au travail que les périodes où je ne suis pas active. Quand je ne suis pas active, il y a ce côté un peu,
un peu, comme les jeunes disent, la flemme qui peut s'installer. Alors que quand je suis quand je fais mon sport régulièrement, quand je me dépense, je suis tout le temps en mouvement, j'ai une productivité incroyable. Donc et c'est lié, hein, c'est scientifiquement, il y a plein d'études qui expliquent ce phénomène-là. Donc voilà, ça c'est mon petit secret à moi. Bon, on s'achemine vers la fin de notre entretien, qui est Mmh, très, très intéressant, très instructif. Je ne connaissais merci. pas le domaine du droit, spécifiquement celui lié aux assurances. Je Mmh, m'attendais à un gros, un truc assez compliqué, mais ça a l'air passionnant. Alors ma ah, dernière rubrique, c'est des questions un peu express pour arriver à OK. décrypter un peu plus, Mmh. toujours au boulot, hein. Tu es Mmh. plutôt thé ou café? Franchement, Et un match. café alors, il y a match, ouais. En fait, le café, c'est devenu un besoin, D'accord. mais en vrai, ce qui est vraiment délicieux, c'est un bon thé, hein, si je dois Ah être OK. objective. Donc tu Voilà. prends le café sous contrainte? Ah ouais, ouais, j'ai pas le choix. Oui. Là, c'est une habitude, vraiment. D'accord. Plutôt du matin ou du soir? Le moment où tu es le plus performante? Moi, je suis vraiment très performante le soir. Enfin Mais je m quelqu'un de la team soir. mais je me force à être du matin, j'essaye. Parce que franchement, les journées du travail commencent à 8 9 heures. C'est Donc ça. bon, quand tu es du soir, en fait, c'est très, très compliqué. O Mais si je veux être complètement objective et transparente avec moi-même, le soir, je suis hyper, hyper productive. Je sais pas pourquoi, je o suis un oiseau de la nuit. Toi aussi alors? oui. À Je le partir de sens moi. 15 heures, voilà, c'est maintenant que je Voilà! Voilà, on est d'accord. au bureau, tu es plutôt travail en solo ou travail en équipe? C'est ça? Solo, oh, Solo, solo, OK. 100%, oui. OK. Plutôt team bureau ou télétravail? Les 2 en vrai. OK. Ouais, j'aime bien les 2. Je pense que, je serais le télétravail 100%, ce serait pas pour moi. Mmh. J'aime bien aller au bureau, au moins une fois, par semaine. Mmh. Ça me permet de même, échanger sur un dossier en télétravail et en live, ça n'a rien à voir. OK. Il y a des choses il y a des puis même quand je sais, par exemple, je me rappellerai toujours une réunion, on avait on a un partenaire en Angleterre. À chaque fois, à distance, quand on a des réunions, on avait du mal à trouver un accord. Il a suffi qu'ils viennent à Paris, on est une réunion d'1 heure, le contrat il s'est signé, 2 jours plus tard. OK. Alors que ça faisait 1 an qu'on parlait Non. tous les mois, on se prenait la tête sur des détails, sur des frais, bref. Je suis team les 2. Je pense qu'il faut vraiment, la vie en entreprise Mmh. et ça revient un petit peu bah, on n'est pas fait pour, fonctionner seul en tant qu'humain, hein, et ça, c'est tant sur le plan personnel, que sur le plan, professionnel. Tu peux Mmh. pas être tout seul toujours dans ton coin avec tes écrans. Je pense que c'est important le lien, physique, on va dire. Est-ce qu'il y a une personne ou une femme qui t'inspire? Il y en a beaucoup. Franchement, il y en a beaucoup, hein. Dans le domaine du droit spécifiquement ou globalement? Globalement D'accord. globalement, il y en a beaucoup, je commencerai même par ma mère, ma sœur. Dans le domaine du droit, j'ai rencontré des femmes, incroyables, avec des parcours incroyables. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Je pense qu'on inspire tous quelque part quelqu'un, je crois, parce à partir du moment où on porte des fruits, il y a forcément, quelqu'un que ça touche et donc pour moi, c'est normal qu'il y ait autant de gens qui m'inspirent dans ma vie au quotidien. Je citerai pas une personne en particulier en vrai, ce serait difficile, vraiment. Mais de manière générale, il y a beaucoup, beaucoup de femmes, qui m'inspirent au quotidien. Ma dernière question, est-ce que tu as un mantra de vie? Si oui, c'est lequel? Un mantra de vie, je dirais que je dis toujours, «You are your own limit». Je pense ou parfois je dis «Sky is the limit» pour dire qu'il y a pas de limite. Parce que je pense sincèrement que souvent on se limite nous-mêmes, et que tout est possible à celui qui veut. Donc, quand on met tout en œuvre pour arriver à X, Y objectif, en vrai, on peut. Après, il faut être prêt à payer le prix, quoi. Vraiment, pour moi, ça, j'essaie de me le répéter au quotidien et
et je l'ai prouvé moi-même cette théorie sur plein, 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 plein de choses. Je crois qu'il faut jamais faut pas douter de soi. Je connais plus de personnes qui remettent en cause qui ils sont que de personnes qui ont ultra confiance en eux-mêmes, et je pense que la confiance en soi, et pour celles qui sont mères déjà et ou qui aspirent à l'être, je pense que c'est une des clés essentielles dans l'éducation. Je pense que c'est quelque chose qu'on nous a pas tous forcément intentionnellement transmis, mais il faut le faire, vraiment. Je me rends compte, en fait, que ceux à qui on a donné de la confiance en eux-mêmes très jeunes, mais dans le monde professionnel, ils cartonnent, ils explosent. En fait, ils doutent jamais. Non, Ils ne se remettent mais en fait, ils ne doutent jamais. Ils se posent pas la question de savoir: «Est-ce que je vais le faire?» Leur question, c'est: «Comment je vais le faire?» Parce qu'ils savent déjà qu'ils vont faire et qu'ils vont y arriver. Mais la question, c'est comment? Mais il y en a beaucoup, et je le vois même avec des collaborateurs plus jeunes, qui je coach un peu, volontairement, je leur dis: «Mais non, en fait, impose-toi, impose qui tu es, tu peux le faire». C'est en fait, ne te dis pas que et la manière dont tu te comportes professionnellement à 20 ans, si tu n'as pas si tu modifies ça pas tout de suite, si tu modifies pas ce comportement tout de suite, tu risques de traîner ça dans les années charnières de ta carrière, dans la trentaine, la quarantaine. Donc faut absolument dès le début vraiment, savoir que tu es ta propre limite. Quand on te donne n'importe quelle tâche, fais même mieux que ce qui est attendu de toi. Sois, sois force de proposition, crée des solutions. Il y a tellement de choses à faire, et même moi, j'ai beaucoup de neveux, et j'ai un peu ce mindset-là avec eux. Quand ils me disent qu'ils: «Non, tata, je peux pas». Mais si, tu peux, bien sûr que tu peux, et pour moi, c'est super, super important, et c'est pour ça que je dis, nos enfants, faut ça, c'est quelque chose, la génération d'après, surtout, je dis toujours les enfants d'immigrés là, faut pas qu'on doute. Nos parents, ils ont douté parce qu'ils sont venus ici, parfois on leur a dit: «Non, c'est pas possible». Non, nos enfants, ils auront pas ce doute. Nous-mêmes, on a douté, nous-mêmes, on doute encore, mais je pense que nos enfants, ils doivent être les prochains à ne pas se poser de questions. c'est vrai. Juste, ils foncent, ils y vont. En réunion, ils se taisent pas, ils parlent, ils défendent leurs opinions, ils défendent leurs projets, on leur, voilà, et c'est vraiment, enfin, j'espère vraiment que je crois, hein, que les générations d'après, ils vont savoir porter ces valeurs-là, j'en doute même pas d'ailleurs. Mmh. Il y Donc avait voilà. pas meilleur mot pour conclure notre échange. Merci, merci Merci. encore Fanny, Merci Flore, c'était un plaisir. partagé. Bon après-midi. À toi aussi. Merci, bye bye.